À Tombouctou, au nord du Mali, des centaines de jeunes bloquent depuis le week-end l'accès à l'aéroport pour réclamer la construction de routes et un renforcement de la sécurité. Des associations de femmes ont rejoint le mouvement. Au Cameroun, le chef de l'État, Paul Biya, s'est adressé ce mardi à ses compatriotes. Dans son message à la nation, il s'est surtout appesanti sur la crise dans la zone anglophone du pays. Et puis à Cotonou au Bénin et plus précisément à Plakodi, un de ses plus anciens quartiers, des habitants ne savent plus à quel saint se vouer plus d'une semaine après le passage de bulldozers qui ont démoli des habitations. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. À Tombouctou, au nord du Mali, des centaines de jeunes bloquent depuis le week-end dernier l'accès à l'aéroport pour réclamer la construction de routes et un renforcement de la sécurité. Une seule route a été construite depuis l'indépendance du pays en 1960 et l'asphalte a presque complètement disparu. Ces dernières semaines au Mali, des groupes de manifestants bloquent les principales voies d'accès pour dénoncer l'inaction du gouvernement et réclamer la réhabilitation des infrastructures. Depuis lundi dernier, à Tombouctou, des associations de femmes ont rejoint le mouvement. Je vous propose ici d'écouter quelques manifestants. Au début, nous avons barricadé les routes, mais jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas apporté de réponse. Et c'est là pour nous, c'est comme si Tombouctou ne fait pas partie du Mali. C'est comme si Tombouctou est abandonné, Tombouctou est trahi. Raison pour laquelle nous sommes partis à un plan C. Le plan C nous a amenés à l'aéroport de Tombouctou. Nous avons barricadé la route de l'aéroport. Et actuellement, nous sommes en train d'échanger avec le gouvernement. Nous sommes ici pour soutenir nos enfants. Tout ce qu'ils entreprendront, nous allons les suivre. Nos enfants sont fatigués. Ils sont cantonnés ici depuis des jours, tout simplement parce qu'ils revendiquent une route pour nous tous, car nous n'en avons pas, ni la parole pour nous exprimer. Il est temps que ça change. Nous resterons jusqu'au bout. Dans une de ses rares sorties, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, s'est adressé mardi soir à ses compatriotes. Dans son message à la nation, il s'est surtout appesanti sur la crise dans les zones anglophones du pays. Reportage. Pour tenter de mettre fin au conflit meurtrier entre des groupes séparatistes de la minorité anglophone et les forces de sécurité dans l'ouest du Cameroun, le président Paul Biya a réitéré dans son message à la nation ce mardi son offre de pardon à ceux qui, du côté des séparatistes armés, déposent volontairement les armes, mais promet à ceux qui s'y refusent de subir toute la rigueur de la loi. Ceux qui volontairement déposent les armes et se mettent à la disposition des centres de DDR n'ont rien à craindre. En revanche, ceux qui persisteront à commettre des actes criminels, à violer les lois de la République, feront face à nos forces de défense et de sécurité et subiront toute la rigueur des mêmes lois. J'en appelle justement aux pays qui abritent ces extrémistes. S'ils se soucient réellement de la situation des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qu'ils agissent contre ces criminels. Le président Paul Biya entend également convoquer un grand dialogue national. J'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national qui nous permettra, dans le cadre de notre Constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, ce dialogue réunira une palette diverse de personnalités, parlementaires, hommes politiques, leaders d'opinion, intellectuels, opérateurs économiques, autorités traditionnelles, autorités religieuses, membres de la diaspora, etc. L'annonce de ce grand dialogue international intervient 3 semaines après que le leader séparatiste Julius Ayouk Tabé et 9 de ses partisans avaient été condamnés à la prison et alors que plusieurs leaders de l'opposition sont jugés pour insurrection.
Si cette sortie du président Paul Biya est saluée par certains, d'autres, par contre, la qualifient de ratée. On écoute. Il reconnaît enfin qu'on ne peut résoudre des problèmes politiques qu'en apportant des solutions politiques et non militaires ou judiciaires. Je pense qu'aujourd'hui, il est important que ceux qui sont en brousse, dans le maquis, pour, n'est-ce pas, freiner le dialogue, puissent déposer les armes pour venir au dialogue. Parce que l'important n'est pas seulement le dialogue, l'important c'est que les acteurs même de la crise anglophone, ceux qui ont pignon sur rue dans la crise anglophone, ceux qui tiennent la crise, viennent véritablement au dialogue. Libérer les gens qui sont en prison, pourquoi pas de dialogue? Quand les gens sont en prison, il va dialoguer avec qui? Qu'est-ce qu'on dit? Il les dit, viennent le bon. Il dit que dialogue national, avec qui actuellement qui va dialoguer? Qu'est-ce qu'on peut dire actuellement? Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulgate, a demandé à l'Iran de cesser de soutenir les rebelles houthis avec de l'argent et des armes. Il a fait cette demande alors que les ministres des Affaires étrangères sont réunis au Caire pour la 152e session du Conseil de la Ligue arabe sur les problèmes régionaux. La crise n'est pas terminée et elle n'est certainement pas exclusivement financière. C'est fondamentalement politique et ça concerne la destinée et l'avenir des réfugiés palestiniens. Les attaques continuent et croissantes contre le rôle, les services, le financement et la légitimité de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestiniens dans le Proche-Orient font partie d'une stratégie visant à affaiblir ou à supprimer les paramètres clés de la solution à deux États. Et en ce moment, Israël dispose d'une couverture politique fournie par les États-Unis qui lui permettent d'attaquer les territoires arabes dans certains pays de la région, comme nous l'avons vu ces dernières semaines. Il est devenu clair au cours de la dernière période que les Houthis ne prennent pas leurs propres décisions, mais reçoivent des ordres dans notre pays. Nous réitérons l'appel à l'Iran de lever son emprise de l'arène yéménite et de cesser de soutenir les milices avec de l'argent et les armes. À Cotonou, capitale économique du Bénin et plus précisément à Khoulakodi, un de ses plus anciens quartiers, il ne reste plus sur place que des tas de ruines. Plus d'une semaine après le passage de bulldozers, les habitants délogés ne savent plus à quel saint se vouer. La démolition des baraques sur la plage de Khoulakodi entre dans le cadre d'un projet de déguerpissement voulu par le président béninois Patrice Talon. Reportage. La démolition des baraques sur la plage de Khoulakodi, décidée par le préfet du littoral, a fait des milliers de sans-abri. Les habitants qui n'avaient pas de titre de propriété ont assisté impuissants au spectacle de démolition de leurs logements, touchant selon eux environ 120 foyers. Ils sont pour le moment condamnés à dormir dans des salles de classe d'école, exposés aux intempéries, en attendant une amélioration de leur situation. Colette Nyakadia, élue locale de Khoulakodi, toujours sous le choc, ne cache pas sa colère. Selon elle, il n'a jamais été question de toucher les habitations lors des réunions qui ont précédé les casses. Nos ancêtres, les premiers occupants de cette terre, que ce soit ici, en bordure de mer ou dans la brousse, ne l'ont pas acheté. Pourquoi, quand il s'agit des peuples khoulois qui vivent au bord de la mer, on dit qu'ils sont sur des domaines publics? À cause de la destruction de nos maisons, nous n'avons nulle part où dormir. Mes enfants, petits-enfants et moi dormons dans les côtes d'à côté. Mes affaires sont perdues et je voudrais que l'État trouve une solution. Cette opération de démolition entre dans le cadre d'un projet de déguerpissement préalable au développement urbain voulu par le président béninois Patrice Talon. La Fédération des habitants de zone de Todi-Bidonville, un mouvement de pauvres urbains luttant pour la dignité et le développement en Afrique de l'Ouest, a vivement condamné le manque de solutions de relogement et de notification préalable de la part des autorités. Sans les reloger, donc si vous devez déguerpir une communauté dans laquelle abrite plus de 100
famille, alors vous devez penser au plan de relogement. Donc actuellement, ce que nous constatons ici, le gouvernement ne s'est pas encore manifesté. Nous ne savons pas si ces personnes qui ont été déguerpies vont être relogées ou nous ne savons pas comment ça va se passer. Selon des analystes, cette nouvelle opération de démolition et d'expulsion est dangereuse pour l'équilibre social de Cotonou. Le peuple Hloa, qui a donné son nom au quartier, s'y est installé depuis plus de 100 ans. Ils étaient parmi les premiers habitants de la capitale économique du Bénin, qui compte désormais quelques 1,2 million d'habitants. La ville de Kinshasa a accueilli le week-end dernier la 5e édition du Forum international des affaires dénommé Makutano. Ce forum des rencontres et échanges panafricains s'est penché sur les leviers innovants de croissance pour la République démocratique du Congo et l'Afrique. L'idée de ce rendez-vous d'affaires est de sortir des sentiers battus et d'identifier des axes novateurs adaptés à l'écosystème économique, géographique et culturel de la RDC. Pour la 5e édition, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert le forum qui a connu la participation de plus de 500 personnalités influentes d'Afrique et du monde des affaires. Parmi elles, le président nigérien Mahamadou Issoufou, l'ancien président du Ghana John Dramani Mahama et celle du Libéria Ellen Johnson Sirleaf. À leur côté était également présent le footballeur Samuel Eto'o. La RDC définit actuellement un modèle de développement économique sur lequel elle souhaite s'engager dans les années à venir. Le forum a proposé un modèle propre pour le pays afin de développer l'avantage comparatif et concurrentiel au niveau sous-régional, continental et mondial. À cette occasion, le président Tshisekedi a exprimé le vœu de limiter les tracasseries de tout genre dont les entreprises font face en RDC. Certaines mesures seraient en cours d'examen pour y améliorer le climat des affaires. Je voudrais rassurer le monde des affaires que j'ai commencé à prendre un train de mesures pour éviter les tracasseries de tous ordres, dont les entreprises font l'objet de la part de certains services de l'État. Je veillerai personnellement à ce que toutes les convocations intempestives dont font l'objet les opérateurs économiques puissent cesser et que seules celles qui sont légales et régulières soient autorisées. Le discours des chefs d'entreprise, des investisseurs va changer parce que les pays africains seront vus autrement. Je prends l'exemple de la RDC qui, pour moi, est un pays minier. Quand on pose la question, c'est quelle est l'économie de la RDC, on dira que l'économie de la RDC est une économie minière. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres, on a entendu parler pendant ces 2 jours, beaucoup d'agriculture. Donc pour un homme d'affaires, pour un entrepreneur, pour un investisseur qui voyait par exemple la RDC comme un pays saturé sur le plan minier, vient de découvrir d'autres potentialités qui est l'agriculture. La RDC a reculé de 2 places dans le rapport Doing Business 2019 par rapport à 2018 et reste parmi les 7 derniers pays au monde. Une mauvaise posture due aux pesanteurs politiques et à la corruption. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.